On a commencé par un film que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissaient déjà, mais quelques-uns parmi vous, peut-être, ne l'aviez pas encore vu et avaient été surpris. Surpris qu'un film qui est apparemment, et même pas apparemment d'ailleurs, sur-hollywoodien, dans le sens délire absolu dans l'imaginaire scénaristique. Mais justement, c'est peut-être ce qui déjà rend tout à fait passionnant le film, puisque, comme vous le savez, il est issu d'une série très connue, que vous avez vue en revanche peut-être et même sûrement à la télévision, qui est donc Mission Impossible. Série fondée sur le côté primaire du récit fictionnel où chacun n'est jamais ce qu'on croit qu'il est. En plus, chacun se déguise sous des masques qui lui font ressembler à quelqu'un d'autre. Oui, je veux bien. Et dans des situations plus abracadabrantes les unes que les autres, et toutes plus impossibles les unes que les autres. Donc voilà la base. Et à partir de cette matière, Brian De Palma compose un film à sa manière, c'est-à-dire quelqu'un qui est de la génération qui arrive dans les années 65, exactement, lui c'est 67, 68, 70, c'est-à-dire à la fin du grand vide qu'il y a dans le cinéma américain entre les années 60, qui est la fin, ou qui dit la fin du cinéma classique américain, et 70, qui est le début d'un autre cinéma très marqué, évidemment, et très connaisseur du cinéma classique, mais dont il faut non pas se débarrasser, mais en tirer de nouvelles leçons, en ne respectant plus justement les règles classiques et en réinventant un autre cinéma. Notre cinéma qui, évidemment, n'est pas tout à fait que cinématographique. Je vous dis ça, vous avez déjà compris que dès le premier plan du film, vous êtes dans du cinéma, on vous le montre, vous avez un écran et obligatoirement on vous dit vous allez voir un film, vous allez voir comment vous fabriquez un film, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce que fabriquer un film? Ben, ça veut dire exactement ce qui a toujours été la réflexion de Palma, et en particulier dans ses premiers films, justement ceux des années 76-68, ils sont des films politiques et qui sont des films disons, enfin, pour prendre un exemple facile ou une référence facile, qui sont des films 68 arts. Bon, enfin, pas américains, mais qui sont des films tout à fait d'une espèce de révolte d'une jeunesse américaine contre la guerre de Vietnam, et en même temps aussi dans le côté révolution culturelle de cette époque. Donc, De Palma est un cinéaste que l'on connaît ou que l'on croit connaître, par exemple, apparemment sur un film comme celui-ci, sans se rendre compte que tout son cinéma est un cinéma politique, et son dernier film, Passion, qui d'ailleurs ne plaît pas à la plupart des spectateurs, sans quoi ils ont tout à fait tort. Je dis spectateurs je pense surtout aux critiques. Il y a quelques critiques qui ont déliré sur le film avec raison, et beaucoup de critiques avec des raisons qui ne m'ont pas aimé. Bon, ceci étant dit, revenons à ce film. Et ce film, c'est la même chose d'ailleurs. Il a quand même beaucoup plu parce qu'il est tellement fou que inventer la scène dans le tunnel avec le TGV, ça, il n'y a que De Palma pour le faire, quoi. C'est complètement délirant. Mais évidemment, ce film, comme tout son cinéma, est un cinéma qui, à la fois, donc, réfléchit politiquement par rapport à l'Amérique, et ensuite aussi réfléchit sur le cinéma américain qui fonde
la pensée culturelle américaine. Donc ce film est une critique sur un cinéma qui aliène volontairement le public, en particulier en dorant, par exemple, le contre-espionnage ou l'espionnage. On vous le dit quand même, comme ça on vous le glisse dans le film. Si on ne faisait plus ça, on serait au chômage. Et en même temps, si on cessait la guerre froide, que deviendrons-nous? Donc il y a l'idée justement comment on manipule un public pour, au fond, lui faire accepter des choses politiques qui sont derrière, évidemment, qui touchent aussi aux gros sous. Quand on regarde comme ça le film, alors à ce moment-là, ça devient tout à fait différent. Et vous vous apercevez que c'est un film entièrement travaillé sur les effets cinématographiques, qui sont des effets sur l'idée que rien n'est vrai, ou rien n'accepte la vérité. Tout est fait sur un mensonge, et ce mensonge pour entraîner le spectateur. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, De Palma est un cinéaste qui se réfère, je l'ai dit, au cinéma classique. En particulier, il le dit, etc., sa référence principale est Hitchcock. Et ici, la référence principale est en effet toujours Hitchcock, Norman Northwest, ou les films d'espionnage, style Une femme disparaît, etc., de Hitchcock, que Hitchcock a travaillé. Donc, en même temps, repenser Hitchcock, mais en l'exagérant, en le poussant au point extrême. Jamais Hitchcock ne se serait permis de faire un film comme celui-ci, car Hitchcock a toujours... C'est complexe. Il a toujours travaillé une vraisemblance tout en disant lui-même, c'était sa phrase, je hais, haïr, du verbe haïr, je hais messieurs les vraisemblants. C'est-à-dire, en d'autres termes, j'accepte, et mon cinéma est fondé sur la vraisemblance. Mais une vraisemblance quand même calculée de telle façon que le spectateur accepte la vraisemblance et la voit en vraisemblance. Simplement, De Palma fait la même chose en acceptant, lui, absolument d'affirmer l'invraisemblance. Mais il le fait pour, en même temps, en retravaillant les donnes hitchcockiennes, et en particulier le suspense. Et ici, il vous fait un suspense que Hitchcock ne se serait pas, là encore, non plus permis de faire, car c'est un suspense suspendu maximal, puisque là, dans la scène du vol du grand document secret suspendu par le fil, là, on peut pas vous faire une sorte de représentation du suspense hitchcockien aussi littéralement explicité en tant que suspense. Bon. Alors donc, à ce moment-là, on le joue admirablement bien. En plus, on fait une petite référence amusante ou amusée et sympathique envers Hitchcock, en faisant que le personnage qui devrait être là, qui n'est pas là, a avalé quelque chose et digère mal. Donc, pour Hitchcock, évidemment, c'est aussi important la gourmandise et l'alimentation. En même temps, évidemment aussi, le jeu sur les femmes, exactement là où on retrouve beaucoup de choses d'Urban Northwest, et évidemment aussi le train que l'on retrouve ici, mais exagéré, une fois de plus, au maximum. C'est-à-dire que dès l'ouverture du film, vous avez là déjà une invention visuelle, sonore, et scénaristique, mais c'est une espèce de feu d'artifice, et qui fait que tout le film est projeté comme ça d'emblée sur le spectateur pour qu'il accepte une espèce de rythme, et qu'il accepte en même temps de rentrer dans l'incompréhension, qu'est-ce qui se passe, etc., qui est qui, que fait quoi, qui fait quoi, etc. Donc une sorte de brouillard total, et à partir de ce jeu-là, de Palma aime à restructurer les choses. Alors, ce qui est passionnant chez lui, demain, sur Blowout, qui est un film
quand même plus facile et plus connu et en même temps tout à fait passionnant aussi, là aussi sur le cinéma, comment on fabrique du cinéma, et là sur le thème du son au cinéma, alors que ici c'est l'image en tant que telle qui est travaillée et la façon de faire un film. N'oubliez pas encore qu'au début, on vous a de scènes qui est une scène jouée, d'un seul coup vous apercevez que tous les murs se déchirent et vous étiez dans un studio de cinéma en train de faire une scène de cinéma. Ça vous est dit d'emblée, donc vous êtes tout le temps dans du cinéma. Vous n'avez plus le droit d'avoir une référence à la réalité, même si on vous donne à voir la splendeur de Prague. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est justement cette espèce de jeu. Alors, d'emblée, De Palma vous travaille ce type de représentation et en même temps vous donne quelque chose qui est beaucoup plus secret et qui est, dire, constant dans son œuvre. Là encore, exagérant Hitchcock, et de façon peut-être plus intéressante que chez Hitchcock. C'est-à-dire que chez Hitchcock, le travail est fait sur le double, ou plus exactement le triple. C'est-à-dire, et je ne peux pas dire le triple, c'est le double dédoublé. C'est-à-dire, Hitchcock a inventé cette chose, ou cette position du cinéaste dans le cinéma, qui est de se mettre à la place du spectateur. Je vous le dis parce que, en plus, c'est parfaitement affirmé par Hitchcock lui-même dans son livre avec Truffaut, l'entretien avec Truffaut, où Hitchcock vous dit toujours, chaque fois que j'écris mon scénario, puisque pour lui le film est déjà terminé une fois que le scénario est écrit, et le dialogue en même temps, le tournage pour lui est une corvée, ce qui n'est pas vrai du tout. Enfin, prêtons-lui ou acceptons cette exagération de sa part. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement il dit, chaque mouvement où j'écris telle position d'un personnage, une phrase d'un personnage, je pense toujours au spectateur, quelle va être la réaction du spectateur. En d'autres termes, ce que fait Hitchcock, à la différence des autres cinéastes qui sortent une caméra pour filmer la vie, Hitchcock pense à un spectateur qui, lui, connaît la vie, puisqu'il est entré dans la salle de cinéma, et qui vient au cinéma voir le film qu'il a envie de voir. Donc Hitchcock filme le film que le spectateur veut voir. En d'autres termes, il y a le jeu du double. Le jeu du double, c'est un spectateur qui prend la place du caméra. Pour ceux qui connaissent un peu Hitchcock, rappelez-vous surtout le film clé pour ça, tout à fait explicite, qui est Fenêtre sur cour, où justement on joue ce jeu-là. Donc vous avez le spectateur, caméra, qui se projette sur l'écran dans le héros. Et le héros lui-même se projette dans un double qui est maléfique. Et c'est une sorte, chez Hitchcock, c'est une sorte de poursuite où le spectateur se délecte de voir son héros, lui-même pris en chasse par un double maléfique qui le menace. Vous aurez remarqué, si vous comprenez bien le système hitchcockien, que chez Hitchcock, jamais le héros ne peut mourir, puisque le héros, c'est le spectateur. Donc, obligatoirement, le spectateur, à la fin, l'emporte. Alors, bien sûr, quand Hitchcock s'amuse lui-même à jouer avec ce jeu-là dans Psycho, et qu'il tue l'héroïne, ben, il tue l'héroïne parce que, justement, elle n'est pas le héros. Le héros, c'est Norman, c'est l'autre, et l'autre ne meurt pas à la fin. Et regardez bien tous les films d'Hitchcock, c'est très intéressant là-dessus. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce jeu du double, qui est par ailleurs, je vous le rappelle, une obligation de l'art dramatique. Tout art dramatique joue le double ou le sosie. Donc comment se joue la projection sur l'autre et comment l'autre joue sur le personnage principal. Enfin, le jeu d'échange. Si vous prenez, par exemple, Molière, vous verrez, ou Shakespeare, aucune importance, vous verrez que tout est fait sur le jeu des doubles.
Le tout est de savoir comment on les utilise. Alors c'est très intéressant chez De Palma parce que on en parlera beaucoup plus demain sur Blowout, puisque justement on tâchera de projeter un travail visuel comme ça qui vous montrera comment procède De Palma, mais le double est fondamental chez De Palma. Tout est double. Et tout, alors là, c'est là où il exagère par rapport à Hitchcock, tout est double et tout double se dédouble. Donc c'est une multiplication de doubles, ce que vous avez vu là. Et plus aucun personnage, on ne sait plus qui est qui, d'un seul coup le double disparaît, réapparaît, etc. Et le jeu est à la fin d'essayer dans cette démultiplication qui est une sorte de démultiplication par la folie ou par une espèce de délire, d'essayer de se retrouver ou de retrouver une véritable identité, d'essayer de retrouver une raison, d'essayer de retrouver une santé. Chez De Palma, et là vous venez de le voir, on vous joue la folie jusqu'au bout. Et au bout de la folie, il faut essayer à la fin de se repenser soi-même, d'effacer toutes les projections et tous les doubles qu'on s'est constitués ou qu'on s'est fabriqués par rapport à une société qui, de toute façon, devient de plus en plus mécanique, devient de plus en plus, ici dans ce film, c'est là aussi très net, de plus en plus informatique, de plus en plus inhumaine. Et donc le jeu... Et c'est pour ça que le film est tout à fait remarquable quand on voit comment il a utilisé la série qui est un peu enfin, elle est charmante la série. Bon, enfin, c'est pas très sérieux. C'est pas sérieux la série. En plus, elle se prend pas au sérieux. Alors que chez de Palma, la pensée de la folie dans tous ces films, ça peut être l'obsession sexuelle, ça peut être, enfin, puisque je prends le titre d'un de ces films, Obsession, etc. Ça peut être le dédoublement par les sisters, ça peut être, etc. Enfin bon, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Palma, c'est tout à fait passionnant de s'en rendre compte, et vous allez vous en rendre compte avec les 4 films qu'on vous présente ce week-end. On a là, certainement, en tous les cas, dans cette génération dont je vous parlais, des années 68-70 qui arrive et qui prend le relais d'Hollywood, l'un des 3 grands cinéastes de cette époque-là, c'est-à-dire Coppola, De Palma et Cimino, dont vous allez voir le film demain soir. C'est-à-dire que les 3 grands de cette époque-là, c'est de Palma, c'est en effet Cimino et c'est Coppola. Et ceci, je vous le dis comme ça parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, ces 3 plus grands cinéastes d'Hollywood sont quasiment tous les 3 exclus d'Hollywood. Cimino ne fait plus de films. Il en fait plus depuis longtemps. Il a quasiment ruiné Hollywood, d'ailleurs, c'est très bien. De Palma est obligé de travailler en Europe, ne peut plus travailler à Hollywood. Et Coppola, s'il n'était pas propriétaire de ses vignes, ne pourrait plus faire de films. Et il va faire ses films en Argentine, etc., ou ailleurs. Et ces 3 cinéastes-là ne sont plus à Hollywood. Hollywood n'en veut plus. Donc ce sont, si vous voulez, maintenant des marginaux obligés de travailler comme des gens qui n'ont pas d'argent ou qui, en tout cas, qui sont pas reconnus. Et à Hollywood, on n'en parle même plus. Il n'existe plus. Et c'est passionnant de voir que, justement, ces 3 cinéastes, chacun à leur façon, ont développé, repensé, reconstruit le cinéma, et que tous les 3, vous allez le revoir ou le voir pour ceux qui verront demain le film de demain soir, le film de Cimino, qui sont tous les 3 des gens qui sont marqués politiquement. Évidemment, politique plutôt contestataire d'une Amérique une fois pour toutes sûre d'elle-même et parfaitement certaine de sa grandeur et de sa justification. Et ce film-ci, je le trouve un film magnifique, si vous l'acceptez, une fois que vous l'acceptez, en tant que film sur une déraison
absolu, un monde qui déraisonne totalement et qui devient, c'est pas qui devient fou, ça serait trop simple, dont la folie devient je dirais, l'argument même de la façon de vivre. Il faut vivre dans une folie. Et ça devient fou. Et tout le film est fait sur ça. Pour ça qu'à la fin, on peut arriver, en effet, à cette séquence absolument folle de cet hélicoptère qui rentre dans un tunnel, qui poursuit un TGV. Bon, pour avoir une idée comme ça, rien que pour avoir une idée comme ça, je trouve le film génial. Mais enfin, il est génial à mon avis de bout en bout. Encore faut-il savoir voir un film et ne pas rester à la surface, à l'extérieur, en disant c'est impossible, c'est invraisemblable, etc. Oui, on peut, bien sûr, mais c'est fait là-dessus. Alors donc à ce moment-là, pourquoi c'est fait là-dessus et comment c'est fait là-dessus? Et le comment, c'est absolument magnifique. Enfin, les inventions, il n'y a pas eu pas un moment du film où vous n'avez pas une invention de cadre, de cinéma, de point de vue, de plongée, contre-plongée, lumière, etc. C'est une perfection et une invention fabuleuse qui donne du plaisir quand même au spectateur. C'est-à-dire que le spectateur ne peut pas ne pas être sensible à cet débordement d'imaginaire qui lui est comme ça servi de façon permanente et quasiment à la mitrailleuse. Vous avez un rythme qui est totalement strident, quoi. Bon, alors voilà, je voulais vous en parler comme ça au départ pour vous dire que si j'ai tenu cette année à faire De Palma, alors que l'année dernière nous avions fait Tarkovsky, qui est un immense cinéaste, mais dans la Russie et hors de la Russie, puisqu'il a été chassé à la fin, mais on l'avait déjà dit l'année dernière, de passer à un autre cinéaste contemporain. Bon, à partir du moment où il a dépassé 70 ans, De Palma est déjà rentré un peu dans le classicisme, mais enfin un classicisme qui n'est pas accepté. Je répète, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous avaient été voir son film Passion, qui est en train de se jouer en ce moment. Et vous l'avez passé en ce moment, ici, à Lyon. Il passe en ce moment, et c'est un film que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors que c'est un film absolument moderne. Là j'en parle une seconde parce que, après tout, pourquoi vous n'avez pas en parler, je trouve magnifique que c'est la première fois qu'un film nous dit, ça y est, les féministes ont gagné. Maintenant, les femmes ont droit à la même place que les hommes, donc elles peuvent commander. Maintenant, elles sont aux commandes. Alors, des femmes aux commandes, ça vaut des hommes aux commandes. Sauf qu'elles ont quand même développé une culture pendant des millénaires sous l'obligation d'être dépendantes des hommes, qui leur permet, par intelligence de survie, d'avoir des ruses que les hommes n'ont pas. Et alors là, des femmes qui commandent, vous allez voir le film, c'est 10 fois plus que les hommes. Mais avec grâce, au moins. Alors, déjà, c'est une des façons de regarder le film, et je trouve que de ce point de vue, c'est un film tout à fait passionnant. C'est la première fois que l'on voit vraiment les femmes aux commandes de la société dans ce film-là, avec une intelligence du commandement qui mérite d'être regardée, etc. Et là, évidemment, le dédoublement, ou le double et le dédoublement dans le film, là encore, forcément, c'est du De Palma, donc ça se joue, et c'est là-dessus, une fois de plus, que le film déplaît. Quand le film déplaît, oui, parce qu'il y a des gens, à commencer par moi, qui sont très enthousiastes du film, mais on n'est pas nombreux. On s'est trompé sur De Palma en disant qu'il plagiait. Ça, c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'il revendique ouvertement
la référence à Hitchcock, puisqu'il a retourné des scènes que Hitchcock avait tournées, mais il les a repensées, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne fait pas du Hitchcock. Il réfléchit à partir de Hitchcock. Et il voit comment Hitchcock, en effet, travaille. Mais vous avez entièrement raison, là, vous avez dit une chose tout à fait juste, c'est que Hitchcock, justement dans ce jeu de suspense, qui permet chez Hitchcock d'avoir une sorte de suspension du temps. C'est-à-dire que si vous prenez Hitchcock, le suspense hitchcockien, c'est deux forces, une bénéfique, une maléfique, disons, si vous voulez le traduire en termes religieux, une divine, une démoniaque, aucune importance, et le héros ou la héroïne, aucune importance, là aussi, suspendu dans le sens qu'elle n'a plus de... Ce n'est plus elle qui peut agir, ou ce n'est plus lui, enfin ce personnage ne peut plus agir, il est dépendant des deux forces qui vont décider qui vont décider de son existence. C'est-à-dire l'image archétypale de Hitchcock que vous avez dans 8 films sur 10 d'Hitchcock, c'est un personnage suspendu, mettons à une gouttière, parce qu'il aime bien ça. Bon, il peut être suspendu ailleurs, et qui ne peut pas se rétablir, donc son sort dépend ou bien de celui qui vient le secourir, ou bien du méchant qui veut le faire tomber. Vous avez ça, vous l'avez à la fin dans Vengeance Ouest, lorsque Thornhill retient Eve-Marie Simple, etc., dans le rocher. Et les deux gens pour ça, vous avez Dieu et Dieu et le diable qui vont décider son sort. Bon, ça c'est Hitchcock. Donc, dans cette situation, dans cette position du suspense, le spectateur a le temps, justement c'est sur le temps là. C'est ce moment-là où l'action reste irrésolue. Et dans cette irrésolution, Hitchcock travaille sur le désir ou la crainte du spectateur, sachant que chez Hitchcock, désir et crainte ne font qu'un. Quand vous désirez, en même temps vous craignez. Et puis il va développer ça de façon beaucoup plus loin à la fin de son œuvre, où il va carrément, puisque c'est le spectateur qui est sa matière première, il va jouer maintenant sur le spectateur en le dédoublant. Et vous aurez l'homme et la femme, le mari et son épouse, le frère ou la sœur, aucune importance, le petit copain et la petite copine. Bon. C'est-à-dire qu'il va faire que quand le côté masculin désire, le côté féminin craint, ou inversement, les femmes craignent, ou les femmes désirent et les hommes craignent. C'est fabuleux quand on regarde comme ça la façon dont Hitchcock vous travaille son spectateur, enfin le public, et donc joue à fond sur ce genre de réactions, et des réactions psychiques, enfin des réactions de plaisir et donc de désir. On a justement, vous avez raison, quelque chose qui donne un temps de réflexion au public. Et c'est vrai que puisque c'est le public qui fait le film chez Hitchcock. Alors que là, la grande force de De Palma, c'est de dire, le public, je ne manœuvre pas. C'est pire, je l'assomme. Et il est obligé de recevoir, et il ne comprend pas. Et il ne comprend pas parce que s'il comprenait, ben vous avez cette scène qui est tout à fait magnifique, qui était une idée fabuleuse quand notre héros téléphone de Londres à un des grands chefs, parce que vous ne savez plus qui est chef là-dedans, pour quelle importance, ce qui aussi montre par ailleurs une réflexion politique sur qu'est-ce que c'est que l'espionnage et qu'est-ce que c'est cette espèce de jeu de scénaristes qui s'entretuent les uns les autres dans la réalité, puisque finalement le grand espionnage c'est pas autre chose que du scénario ultra sophistiqué et ultra calculé. Bon, mais quand vous reprenez cette scène-là, donc il est au téléphone
et il y a quelqu'un devant lui de dos, et le dos se retourne, et c'est celui qui s'est jeté, etc. Bon. Et à ce moment-là, il y a la conversation entre les deux. Et tout est on explicite, c'est l'autre qui a fait ça. Et pendant que on accuse l'autre, enfin, je ne sais plus quoi, notre Tom Cruise, enfin notre héros, a compris que c'est celui qui est en face, et à ce moment-là, lui refait tout ce qui comprend tout ce qui s'est passé. Donc on revoit le moment où il s'est jeté dans le haut, etc. Enfin, on voit qui était derrière pour qui a tué avec le poignard. Bon, enfin, toute la scène du début, au moment où la bande, enfin, qui a sauté dans la voiture et tout le reste. Et le scénario là, c'est-à-dire le spectateur, c'est après le héros. Alors que chez Hitchcock, le héros, c'est toujours après le spectateur. Et c'est donc le moment de retard du spectateur, du héros par rapport au spectateur, ou inversement. Ça, c'est passionnant, justement, c'est un transfert. Et vraiment un changement radical que De Palma s'autorise à faire dans tout son cinéma. C'est-à-dire qu'on vous fait du Hitchcock, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, de toute façon, le film l'emporte. Ce qui est politiquement, c'est évident que Hitchcock, politiquement, n'est pas... est assez neutre. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est trop de droite, mais c'est pas quelqu'un qui est de gauche. Enfin, je suis tenté. Là, je parle de droite et gauche américaine. Ce ne sont pas les nôtres. C'est tout à fait différent. Alors que chez De Palma, on est dans un monde où, justement, qu'est-ce qui domine? C'est celui qui a le pouvoir. Et qui a le pouvoir sur le spectateur? Ben, c'est l'écran. C'est Hollywood, c'est l'argent, c'est le metteur en scène, ce sont les acteurs, et c'est eux qui dominent. Donc à ce moment-là, on fait le film des dominants. Et à vous de regarder, et à vous de prendre conscience. C'est tout à fait différent. Quand on a un cinéaste comme celui-ci, bon, c'est beaucoup plus facile de faire des films où ouvertement vous prenez position politique ou position morale, etc. Mais quand vous le faites uniquement à partir de l'écriture même artistique, qui est la raison même de votre travail, et prendre ce qui est de l'ordre de l'écriture cinématographique pour dire ce qu'on a à dire, de cette façon-là, évidemment, il y a un trouble, puisque le spectateur ne comprend pas, ou a beaucoup de mal à comprendre, qu'on est en train de vous lui montrer comment il est dominé. Et tout le film est fait sur ça. Comment tout le spectateur, donc, comment, dans une société, on est tous dominés, et comment, en effet, heureusement, il y en a un qui comprend comment dirais-je, le complot, si on veut. En fait, c'est ça. C'est que chez De Palma, on est beaucoup plus dans le complot direct, alors que chez Hitchcock, on est dans le désir de prendre du plaisir. De prendre du plaisir en ayant peur. C'est important. Parce que le plaisir vient de la peur, ou vient de la crainte. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, il était bon, peut-être, en effet, ça s'est passé peut-être un peu comme ça, mais il était bon de commencer par cette référence à Hitchcock, qui, en effet, est très présente. Mais il n'y a pas que Hitchcock De Palma. Là encore, c'est une des choses importantes de ce cinéma qui arrive dans les années 68-70. C'est-à-dire qu'avant, quand le cinéma, on reste toujours à Hollywood, est classique, les gens sont arrivés directement dans le métier, sont passés par assistants, etc., sont du métier.
À partir des années 60, comme en France d'ailleurs, pareil, les jeunes ont commencé à réfléchir, d'abord à voir les films, à réfléchir au cinéma. Dans les universités, on commence à parler cinéma, et donc à ce moment-là, les deux, reprenons les trois, De Palma, Cimino et Coppola et bien d'autres, connaissent le cinéma. Donc ils savent ce qui a été fait avant, ils ont admiré ou détesté des cinéastes, enfin aucune importance, on réfléchit exactement ce qu'a fait la nouvelle vague en France, pareil. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a la connaissance de l'art cinématographique que jusqu'alors, les gens ne prenaient pas le temps vraiment de réfléchir, ils le faisaient. Les gens ne faisaient pas le temps de réfléchir, c'est faux pour les très grands cinéastes, mais ils le faisaient de façon individuelle. Ils ne le faisaient pas comme une chose normale. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous intéressez au cinéma, mais obligatoirement, aujourd'hui, on vous oblige, vous vous sentez obligé de connaître l'histoire du cinéma, d'avoir vu depuis Murnau, depuis Griffith, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et donc de réfléchir au cinéma. Comment ça se fait du cinéma, comment on fabrique des films, etc. La fabrication du film est une chose capitale chez De Palma. Ici, il est évident que tous les films fonctionnent sur comment on fabrique un film, et un film qui est dans le style hyper hollywoodien, donc hyper trafiqué. Et c'est magnifique, magnifique. Mais maintenant, si vous restez au niveau, oh là là, c'est invraisemblable, bon, c'est foutu là, ça c'est sûr. Mais au moins, il ose, et il a le culot d'aller au bout. Et je vous dis, quand on voit un film comme ça, je ne connais pas actuellement, même des gens que j'aime beaucoup, comme Michael Mann, qui donc vient de la génération d'après, qui osent faire ce qu'il fait. C'est fou ce qu'il fait, c'est fou. Et dans tous ses films, hein, dans tout son cinéma. Bon, il a eu quand même Bon, Blowout demain a fonctionné, bien que la fin de Blowout c'est complètement folle aussi. Enfin bon, c'est autre chose. Bon, je ne sais pas d'autres questions, parce que je parle. Oui, voilà, je vous en prie. Bonsoir. Moi, je vais vous embêter un peu parce que je vais vous contredire, en fait. Tout à l'heure, vous avez dit que Passion était le premier film où on voyait les femmes au pouvoir, et je trouve que c'est absolument faux. Pourquoi ? Ça fait 4-5 ans qu'on voit des films avec les femmes au pouvoir, que ce soit Bliss de Drew Barrymore ou Le Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino. Et même Passion était un remake de... comment s'appelle le film de Tarantino Death Proof. Hein ? Death Proof. Oui, Boulevard de la Mort. Le film en des épisodes, comment il s'appelle déjà ? Oui, Kill Bill. Hein ? Kill Bill. Kill Bill, oui, bien sûr, là aussi. Donc, c'est pas oui, mais non, là, je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire que où il nous montre réellement ce qu'est une femme au pouvoir. Non pas que l'accession des femmes au pouvoir, c'est la moindre des choses. Mais là, d'un seul coup... Le Boulevard de la Mort, c'est ça aussi. Vous l'avez vu, le film, ou pas ? Oui, mais j'ai plutôt bien aimé. Hein, mais ah bah bien sûr, j'espère. Bon, de toute façon, c'est un des aspects du film. De toute façon, c'est pas l'aspect prioritaire. Mais il n'empêche que je trouve le film tout à fait... mais en même temps, tout le jeu, moi, ce que je trouve magnifique dans Passion, c'est comment il va jusqu'au bout du jeu du double qui est... puisque ces deux femmes doubles, etc. Bon, enfin, on ne va pas s'amuser à parler du film, puisqu'on n'est pas là pour en parler, puisque les gens ne l'ont pas vu. Bon. Mais ceci étant dit, allez voir s'ils ne l'avaient pas vu. J'ai une deuxième question. Donc, là, je suis en train de revoir récemment beaucoup des films de Palma, et je trouve que, vous l'avez dit plusieurs fois, tout son cinéma marche là-dessus, mais ça devient vraiment redondant. On voit dans Mission Impossible ce qu'on voit déjà, ce qu'on voit dans Passion et ce qu'on voit déjà dans son premier film, que ce soit les faux semblants, l'image ne dit pas la vérité, etc.
Donc, Ça, je voulais avoir votre avis là-dessus. oui, ça vous avez... c'est une chose que je vais plutôt développer demain. Bon, vous en parlez déjà, mais c'est vrai, c'est fait là-dessus. C'est-à-dire réflexion sur qu'est-ce que enfin, c'est une réflexion générale que lui travaille évidemment très fortement. C'est-à-dire, puisque vous êtes de Lyon, hein, vous êtes chez Monsieur Lumière. Bon. Si vous aimez le cinéma, vous devez réfléchir à Lumière et aux concurrents qui est, enfin, il y a aux deux concurrents des Lumières, c'est-à-dire Méliès et Gaumont. Gaumont-Pathé. Enfin, alors Gaumont-Pathé, ça c'est la production, c'est autre chose. C'est finalement eux qui vont gagner forcément. Et en revanche, Lumière et Méliès, c'est extrêmement intéressant à regarder pour l'histoire même du cinéma. C'est-à-dire que Lumière, c'est on sort la caméra dans la rue et on filme la rue. On filme en face la sortie des usines Lumière. Bon. Et on vous filme la vie en train de se faire. Il ne faut pas oublier quand même cette chose fondamentale du cinéma, qui est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire après des millions d'années ou des milliers ou des centaines de milliers d'années, je ne sais pas il y a combien de temps que l'homme existe, enfin en tant qu'idée d'homme, mais enfin disons que pour la première fois dans notre histoire, la vie en tant que vie a été filmée, captée et représentée. Jusqu'alors, toutes les vies étaient, enfin la vie, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, que ce soit en littérature, etc., était représentée de façon plus ou moins cérébrale. C'est-à-dire que ce n'était pas visible. En revanche, sur un écran, vous voyez la vie. Et si vous allez même beaucoup plus loin, vous vous dites après tout, sur un écran, je vois la vie. Donc je vois aussi la mort. Puisque au bout de 50 ans ou 80 ans, quand vous voyez un film, vous voyez des fantômes qui se promènent sur un drap. Tout le monde est mort. Et vous voyez quand même il continue à vivre et vous avez la vie. Bon, ça c'était fabuleux. En revanche, Méliès a immédiatement réintroduit le théâtre, la théâtralité, le scénique, donc en même temps la sortie, on entre par la coulisse gauche, on sort par la coulisse droite, etc., côté jardin, côté cour, etc. On a un jeu qui n'est plus directement la vie, qui est une représentation de la vie. À partir de cela, il y aura possibilité, grâce à Méliès, de passer au trucage, aux ruptures, etc., ce qui devient en effet aussi les effets spéciaux et tout le reste. C'est-à-dire que tout un autre cinéma. Et ce qui est quand même plus intéressant au départ, Méliès, bien sûr, que c'est intéressant et que c'est passionnant et que tout un cinéma vient de Méliès, et en particulier le cinéma comment dirais-je, de fictionnalisation maximale, poussée au maximum, et donc des trucages, etc. Bon. Alors que chez Lumière, on a vraiment la vie en tant que telle. On vous a mis la caméra dehors et les gens sortent. Bon, je prends ici Bon, ceci étant dit, même cette option je filme la vie, d'emblée, à partir du moment où vous avez fait rentrer dans votre caméra la vie, et que ensuite vous la faites sortir, cette vie, en projetant sur l'écran, à ce moment-là, vous êtes dans la représentation. Donc, Lumière peut vous faire une première sortie des usines Lumière, et puis quelques mois plus tard,
vous refaire une deuxième sortie des Usines Lumière, et quelques mois plus tard, vous faire une troisième sortie des Usines Lumière. C'est-à-dire, d'emblée, le cinéma fait des remakes, et fait des remakes sur la même scène, d'emblée. Bon. Et à ce moment-là, la vie, vous avez de la vie sur le moment, mais cette vie-là est une vie déjà repensée. Il suffit de voir les 3 films pour voir, ça Thierry Frémaux l'explique admirablement bien, comment Lumière avait inventé à la fois le cinéma publicitaire, puisqu'il fallait faire la propagande pour l'usine, et d'autre part aussi, surtout comment à chaque film, les ouvrières s'habillent de mieux en mieux, etc. Parce que elles commencent à savoir qu'on va les voir, etc. Bon, c'est tout à fait passionnant à regarder, à repartir comme ça des bases. Et pour en venir à ce qui va se passer après, c'est que, par exemple, à De Palma, maintenant, c'est que on a quitté ce qu'on appelle chez les frères Lumière la vue, c'est-à-dire, comme on dit, une vue photographique, ou la vue de je sais pas quoi, de Notre-Dame de Paris, ou la vue de la place de Moscou, etc. La vue. On est passé au cadre. Là, on est chez Griffiths. Ensuite, on est passé au plan. Là, c'est déjà des années 1920, Fritz Lang et tout le reste. Le plan, c'est-à-dire la projection, et on projette. Et ensuite, on va passer à l'image. Bien sûr que l'image est déjà là, la question n'est pas là. Mais de plus en plus, ce sera l'image en tant que l'image renvoie ou représente une image de la vie. C'est-à-dire qu'on est dans l'image. Et de plus en plus, dans le monde d'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'image, nous sommes dans l'image de l'image de l'image. Regardez les informations, regardez la télévision. Vous n'êtes plus dans une image qui vous donne la vérité, vous êtes dans une idée de la vérité qu'une image est censée vous transmettre. Mais cette image-là, elle est tout à fait fabriquée. Elle ne dit pas la vérité, elle vous donne une image possible de la vérité. Et regardez les informations, et vous verrez qu'on vous fabrique comment vous devez voir l'image. On vous dit comment vous devez la voir. Comme ça, très, 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 très tranquillement. Alors, quand on commence à réfléchir à l'évolution du cinéma, on pourrait en parler aussi de la photographie, mais la photographie, c'est un peu différent, justement, parce qu'elle n'a pas... La photographie prend un instant de la vie, mais elle ne prend pas la vie dans son déroulement. Donc dans son développement. Donc quand vous pensez à ça, vous vous dites, en effet, il y a un moment où l'image se croit tout permis, où on lui permet de tout se permettre. Et ici, on a un déferlement d'images où, en effet, vous êtes bombardé par les images. Et donc, on ne vous laisse plus le temps de vérifier l'image, de voir si elle est vraie, l'image. Mais au contraire, on vous emporte sur le plaisir d'être justement entraîné par l'image. Et alors là, on a un autre cinéma, et ce que je trouve admirable chez De Palma, c'est qu'il sait, de toute façon, que le cinéma d'aujourd'hui se fait comme ça. Donc il exagère lui-même ce cinéma en réfléchissant à quel point ce cinéma d'image est en fait une façon admirable de fausser la vision du monde. Et donc à ce moment-là, de fausser les sensations, les sentiments, et je dirais la culture du monde. Bon, je m'excuse, là c'est un peu, pour le soir, c'est un peu... dur, mais c'est intéressant de se servir comme ça des cinéastes qui ont la conscience de ce qu'ils font
et en même temps l'imaginaire aussi capable de le faire, et il faut quand même être doué pour ça, et de voir comment le cinéma évolue, et le cinéma n'évolue pas. C'est la société qui évolue. Ce sont nos mœurs. Et en effet, il est évident qu'aujourd'hui, tout ce qui est de l'ordre de l'informatique est en train de changer radicalement notre mode de vie. Aujourd'hui, c'est très intéressant d'ailleurs. Bon, là, j'ai l'air de déborder, mais en même temps, je ne déborde pas. Par exemple, quelqu'un comme De Palma, je le vois mal travailler le 3D. Les 3D, le cinéma en relief. Pas besoin. D'autres le font. C'est du trucage. Ça va être très intéressant de regarder comment Godard l'a travaillé. Je n'ai pas encore vu. Enfin, quelques personnes l'ont vu, parce que c'est très intéressant. Mais alors que tout ce qui est de l'ordre du rapport à la connaissance aujourd'hui, j'entends connaissance que l'on prend ou connaissance que l'on donne, c'est-à-dire entre autres l'informatique, connaissance que l'on donne, c'est Facebook, etc. Bon, vous n'avez plus que, par exemple, aucune relation aujourd'hui directe. Tout est image à plat, tout est aplati. Et si vous prenez Facebook, c'est hallucinant. C'est-à-dire que dans ce coup, vous avez un tas d'amis. C'est-à-dire que jadis, il fallait aller vers quelqu'un et aller vers une rencontre. Et entre autres, la dramaturgie, le théâtre, etc., et la littérature, pareil, ou alors autrement les sons, la musique, la peinture, on allait vers le point de rencontre. On allait à la rencontre. Donc on rencontrait les gens, etc. Aujourd'hui, on ne rencontre plus, on superpose. Regardez comment fonctionne Facebook. Vous rencontrez quoi? Vous ne rencontrez personne. Dans ce coup, vous ne croisez pas non plus. Dans ce coup, vous collez une image, un tel, je suis votre ami. C'est hallucinant. Hallucinant. Voilà, quelques petites réflexions que peut vous apporter le regard sur le cinéma. Et entre autres, quand vous voyez De Palma, il vous montre à quel point vous pouvez être dupé par le jeu des images, qui sont d'autant plus merveilleuses qu'à ce moment-là, elles sont tellement folles qu'on est pris par... Voilà. Et c'est vrai que regardez bien le film comme ça, et vous verrez que vous êtes... Et en plus, il vous fait la scène sur ça. Toute la scène où on vous détruit tous les uns après les autres, on vous tue quand même, parce que, attention, on tue. Même si c'est pas sérieux, c'est du film. Il n'empêche que la situation est quand même, on a tué entièrement un réseau. Bon. Et regardez bien comment c'est fait sur un jeu d'images toutes plus trompeuses les unes que les autres. Et ça se joue là-dessus. Comment on vous trompe par les images, et comment on vous joue les images, et comment vous êtes pris par les images dans le tourbillon ou l'espèce de maelstrom du jeu des images. Voilà, c'est pour ça que vous passez comme ça un cinéaste apparemment ultra commercial, vous permet quand même de réfléchir, d'autant plus que je répète que le cinéaste ultra commercial est aujourd'hui complètement presque mis au banc de la finance cinématographique. C'est un cinéaste qui, son dernier film, Passion, se casse la gueule, quoi. Les gens ne veulent pas le voir. Alors qu'ils ont tort. Bon, enfin bon. Je suis content en tout cas que vous ayez aimé le film. C'est déjà bien. Je ne sais pas si quelqu'un veut peut-être encore dire quelque chose. Oui, alors voilà. On va terminer avec vous. Et comme ça, on pourra demain continuer. Oui, alors moi, ce serait une question au niveau de Mission Impossible. On voit qu'il joue avec la représentation du père au niveau du personnage de Phelps.
Du quoi, du personnage, la représentation du père. Du père. Ou en tout cas du maître. Ah, des maîtres, Des pas maîtres, oui. Et puis le père est une femme en plus. Et du coup, ça serait pour savoir si dans sa filmographie, il a beaucoup joué avec ce concept Non. ou il l'utilise uniquement là. Non, non. Et de ce point de vue-là, il est moins psychanalytique. Enfin, aujourd'hui, un cinéaste, en tout cas hollywoodien, et puis même européen, mais enfin surtout hollywoodien, il lui est difficile d'échapper à la psychanalyse. Bon, pas à la psychanalyse, au freudisme. Mais pas vraiment, non, c'est pas. Non, à ce moment-là, il vaut mieux mettre Coppola. Coppola, la famille, et en particulier le père, ça se voit bien dans Le Parrain, entre autres. C'est beaucoup plus visible. Non, c'est pas le père, c'est le pouvoir. C'est en effet quand même les maîtres. Mais les maîtres qui sont invisibles. Parce que quand vous regardez bien le film, qui sont les maîtres ? Et ça devient très intéressant aussi de ce point de vue-là, d'un point de vue politique, c'est-à-dire aujourd'hui, qui réellement est le maître du monde, ou en tous les cas le maître même d'un pays. Voilà. D'emblée, l'espionnage est un sous-maître qui est nécessaire au maître, mais le maître dépend du sous-maître. Et c'est exactement le sujet du film. Donc le père, vous n'avez pas de père. Et en même temps, la découverte que la femme, Max, qui porte un nom d'homme, pourrait être le père. Mais à la fin, il va falloir encore faire des compromissions entre eux, etc. Il n'y a pas. Et je suis en train d'essayer de réfléchir aux autres films de Palma. Demain dans Blow Up, non, vous n'avez pas ça. Non, non, vous n'avez pas vraiment. Vous n'avez pas cette notion freudienne du père que d'autres cinéastes, en revanche, développent, oui, bien sûr. Mais pas chez De Palma. Chez De Palma, c'est curieusement. On est beaucoup plus dans l'univers frère-sœur que père-mère. Je suis en train de penser à ça. Non, c'est plutôt 30-40 ans chez De Palma. Vous n'avez pas. Alors que c'est vrai que chez Coppola, la famille est importante de toute façon. Donc, si vous avez la famille, vous avez forcément le père, le patriarche, etc. Enfin, ça, c'est une obligation. Alors que vous n'avez pas jamais la famille chez De Palma. Ici, il n'y a pas une famille. Max, à la fin, peut être une mère, oui, mais enfin. C'est pas fait vraiment là-dessus, c'est pas ce sentiment-là que l'on éprouve. Et quand il fait Sister, ce sont les sœurs. Quand il fait Carrie, c'est la découverte des règles chez une femme. Hein. Donc l'adolescence qui découvre d'un seul coup la sexualité féminine. Bien, si, il y a quand même une mère terrifiante, c'est vrai dans Carrie, justement, il y a une mère terrifiante, une mère qui est responsable du dérangement de la fille, à qui on a interdit toute connaissance de l'évolution sexuelle. Quoi. Donc, enfin, oui, allez-y, continuez. Dernière question, alors. On vous l'apporte, là, vous faites faire de la gymnastique. Parce que du coup, quand on regarde un peu sa filmographie, c'est vrai qu'on voit souvent... souvent c'est vrai que c'est pas le père, c'est le maître, mais on voit souvent le maître qui trahit au bout du compte quand on regarde Snake Eyes, quand on regarde Le Dahlia Noir, quand on peut remonter, il a fait beaucoup de films sur la trahison. C'est différent. Et donc j'arrive pas à voir en fait la représentation qu'il a, parce que
c'est pas vraiment le frère parce qu'ils sont pas de la même famille. C'est l'ami, mais en même temps c'est l'ami, mais en même temps il y a un complexe d'infériorité un peu chez le héros par rapport à l'ami, et j'arrive pas à voir où il veut en venir. Bah écoutez, comme il est un peu tard, on reprend ça demain. Vous venez évidemment. Oui, évidemment. Bon, alors c'est parfait. Pas de problème. Je vous en prie. Bon, bah écoutez, donc à demain. Je vous en prie.